Nous avons la chance d'accueillir maintenant Olga Kiseleva, qui a conçu, je vous l'ai dit tout à l'heure, une œuvre dans le parc historique du domaine de Chaumont-sur-Loire, qui est à la fois artiste et universitaire, scientifique, qui a travaillé sur tous les continents, puisqu'elle a travaillé en Russie, qu'elle est installée en France, qu'elle a travaillé aux États-Unis, qu'elle mène avec des équipes scientifiques de très nombreuses expériences. Et votre travail est tout à fait passionnant parce que vous êtes à la fois très lié au monde de la nature, au monde du jardin, aux questions écologiques et aux questions technologique, à l'intelligence artificielle. Et alors, ce qui m'avait fasciné, notamment, elle le dira mieux que moi, ce qui m'avait fasciné dans son propos, c'est qu'elle fait parler les arbres, elle enregistre le langage des arbres avec des scientifiques et elle fait dialoguer des arbres. Elle va vous expliquer peut-être au cours de son intervention comment elle peut entendre dialoguer des arbres entre eux au parc de Chaumont-sur-Loire, dans le parc de Chaumont-sur-Loire, mais aussi entre un arbre de Chaumont et un arbre d'un parc du Japon. Je ne suis pas en mesure de vous expliquer moi-même comment, mais puisqu'on a la chance d'avoir Olga avec nous, ce sont des questions que vous pourrez poser soit tout à l'heure, soit plus tard, puisqu'on reste ensemble. Je vous passe la parole, Olga, et vous n'hésitez pas à compléter la présentation biographique que j'ai faite, parce que quand on a un parcours comme le vôtre, il y a des étapes que parfois les observateurs manquent. Merci beaucoup, Chantal. Je suis très intimidée, en fait, d'intervenir après ces brillants professionnels et dont, en plus, j'ai compris en cours des interventions que vos œuvres, donc Arnaud et de Philippe Descola, m'ont beaucoup impressionné, sans savoir que c'était les vôtres, parfois, et même poussé à avancer sur les projets dont je vais parler tout à l'heure. J'indiquerai justement ces inspirations et ces indications. Désolée pour la faute sur la première page, en plus, c'est par Olga Kiseleva. Et donc, je vais vous parler d'un jardin d'Éden, encore une fois, le jardin de paradis. Donc, il s'agit d'un projet qui s'appelle Éden, hein, pas jardin. Il s'appelle Éden, qui n'est pas jardin de paradis dans une première lecture, mais Ethics and Durability for Ecology and Nature. Et donc, c'est un projet qui dure déjà plus de 10 ans. C'est un projet qui est commencé donc, en 2012 par accident. Jusque-là, je ne travaillais pas du tout avec les jardins, ni avec les plantes, ni avec le vivant. J'étais artiste numérique renommée, un peu renommée, à tel point qu'on m'a invitée pour réaliser une commande pour une ville qui consistait à faire un monument pour un arbre, donc l'orme de Biscarrosse, un arbre légendaire, millénaire, qui est entré dans l'histoire de France, qui est entré dans l'histoire de littérature parce qu'il fait partie des poèmes des troubadours, et qui était mort, donc, qui était sur la place centrale d'une petite ville de Biscarrosse de sud-ouest, une ville toute en pierre. Il était mort de graphiose, comme toutes les ormes d'Europe, il était vieux et contaminé par la graphiose. Donc, on a essayé de planter une autre orme à la place, le descendant, le petit ormeto, descendant de cette orme de Biscarrosse, on n'a pas réussi, et on a décidé d'inviter un artiste pour faire ce monument. Bon, vous voyez lequel est le vieux orme de Biscarrosse. La mairie avait imaginé que, une fois cet orme-là mort, donc enlevé,
je ferai une statue en bronze commémorant cet arbre et le représentant. Mais j'ai trouvé que c'était tellement triste de ne pas avoir de l'arbre sur cette place centrale de la ville de Biscarrosse que j'ai vraiment voulu que l'orme revienne. On a essayé de réfléchir à d'autres solutions, à d'autres arbres, à faire un jardin de paradis, un autre jardin. Mais la municipalité voulait absolument leur orme. Donc finalement, ce que nous avons fait, en tant que chercheur universitaire, j'ai contacté les collègues de INRA qui nous ont aidés de trouver un orme qui résiste à la graphiose. Il s'agit d'un orme de Sibérie. Bon, on vient de Sibérie, on résiste à tout. Et donc sur cette orme de Sibérie, on a greffé le petit ormeto, donc descendant de cet orme de Biscarrosse, qui portait les gènes et qui avait notamment cette particularité de floraison dont cet orme de Biscarrosse était célèbre parce que, paraît-il, une princesse était morte devant cet arbre de chagrin et là, l'arbre a commencé à avoir des fleurs incroyablement blanches en forme d'une couronne, ce qui soulignait la chasteté de cette princesse, donc morte de chagrin et de mauvaise langue. Finalement, donc plutôt que faire une arbre en bronze, pour la première fois dans ma vie, j'ai travaillé sur du vivant, un arbre qui inclut à la fois l'histoire et puis quelque part peut-être une petite avancée de la science et de recherche et d'écologie, parce que c'est après cette expérience qui a eu lieu donc en 2011-2012 qu'on a commencé à remplacer les ormes mortes, en tout cas à ma connaissance, peut-être que je me trompe, les ormes mortes dans les jardins, notamment de Tuileries, de Jardin de Luxembourg, par les ormes de Sibérie qui s'y portent bien. Cette histoire a eu quelques échos dans la presse, aussi bien la presse artistique que la presse générale. Et là, on a commencé à nous appeler. À chaque fois, quand il y avait un problème avec un arbre, on appelait la Sorbonne et on nous demandait de venir nous en occuper. Donc, nous sommes allés aider un pommier éteint au Kazakhstan. Nous sommes allés sauver la Farsemont en Israël et travailler sur la réintroduction de Wollemi-Pine en Australie. Ça, c'est dans quelques années qui ont suivi ce projet. Donc, c'est cette intervention sur l'orme de Biscarrosse. Et c'est comme ça que est né ce projet Eden. Travail sur la restauration, la sauvegarde des arbres, avec une petite idée, une rêve, une pensée, qu'un jour, tous ces arbres qui ont été soutenus grâce à notre projet, un jour, on pourra peut-être les rassembler dans un jardin qui sera véritablement le jardin d'Éden du XXIe siècle. Ici, donc, pour la petite histoire, c'est la plante qui fera beaucoup écho à l'intervention d'Arnaud, même si Arnaud n'en a pas parlé, mais c'est en fait, donc, c'est le désert de Negev. Et c'est la plante endémique du désert de Negev. Le désert de Negev, donc pour ceux qui ont lu la Bible, vous vous souvenez que ça se passe dans un jardin. Et ce jardin, c'est le désert de Negev. Pourquoi est-ce que le désert de Negev était jardin à l'époque et pourquoi il n'est plus maintenant? Parce qu'il était habité par les plantes endémiques qui n'avaient pas besoin de plus d'eau que ce qu'ils pouvaient prendre dans la terre dans un régime normal.
Sauf que les personnes qui entretenaient ce jardin sont parties, et c'est les éleveurs qui les ont remplacés, donc un autre peuple. Les chèvres ont mangé les plantes endémiques, et puis, 1000 et quelques années plus tard, les jardiniers sont revenus et ont trouvé le désert. Ils ont essayé de replanter les mêmes plantes, c'est-à-dire les palmiers et d'autres plantes qui ressemblaient à ceux qui étaient décrits dans la Bible, sur ce territoire, mais comme ces plantes n'existaient plus, ils les ont empruntées, achetées au Maroc, voilà, dans les pays avec le climat similaire. Sauf que ce n'étaient pas les plantes endémiques, donc ils nécessitaient l'arrosage. Et donc les palmeraies de Negev pompent aujourd'hui l'eau du rivière Jordan. Et donc le désert devient de plus en plus désertique, il ne devient pas le jardin. Et donc nous sommes là sur la demande des collègues israéliens de l'université de Bar-Ilan qui ont fait littéralement renaître des cendres cette plante endémique donc, qui peut pousser dans le désert de Negev sans avoir plus d'eau et qui en plus a des propriétés anticancérogènes très importantes pour le territoire de Proche-Orient et qui l'ont recréée et qui souhaitaient de la planter partout dans le désert de Negev, mais qui se sont confrontés à l'interdiction du rabbinat parce que cette plante-là, comme on a appris, est une plante sacrée et ne peut être touchée que par des Kohen et des Lévis. Les Kohen et des Lévis, ce sont des sortes de castes dans la société religieuse israélienne qui sont les seuls, ce sont des prêtres en fait, des prêtres juifs. Et donc, ils se sont opposés à ce que cette plante soit librement distribuée et plantée partout. Et nous sommes venus donc faire un projet sur cette plante pour la valoriser et pour montrer ses propriétés et pour faire une sorte de propagande pour enlever cet opéa religieux sur un bien commun quelque part qui est cette plante. Mais pour mener à bien ce travail, donc aussi bien avec l'orme de Bescaros qu'avec Farsemon de désert de Negev, nous avons établi une sorte de protocole de communication pour savoir comment se sent la plante. Donc il y a un certain nombre de capteurs. Peut-être Arnaud, vous utilisez la même chose sur vos jardins. En tout cas, quand il s'agit des cas comme ça, des plantes rares qui sont tellement rares qu'ils deviennent vraiment les œuvres d'art, on fait, et on ne peut pas rester à côté, surtout si on vient avec une équipe de CNRS. Donc, on installe des capteurs qui mesurent un certain nombre de données biologiques qui sont les données biologiques que la plante communique volontairement ou pas, si on peut parler de volonté de la plante, et qui nous permet de connaître son bien-être. À force de voir circuler toutes ces données, moi, artiste mathématicienne, artiste de nouvelles technologies au départ, je me suis dit c'est intéressant. À partir de ces données, on peut peut-être traduire ce qu'on apprend de la plante et de porter cette information au public pour que les gens puissent se mettre en connexion, en dialogue avec la plante en recevant le signal qu'elle envoie. Comment est-ce qu'on peut le faire ?
un des moyens qu'on a proposé, c'est faire une sorte de traduction lumineuse, une installation lumineuse où chaque signal envoyé par la plante est traduit par une lumière d'une certaine intensité ou couleur. Ici, vous avez une chose importante. À partir du moment où on peut recevoir le signal, où on peut le comprendre, on peut le transmettre, on peut le traduire, donc on sait faire parler les plantes aux humains. Mais on peut aussi le transmettre à une autre plante. Donc on peut laisser parler ensemble les plantes. Donc ici, vous voyez un exemple très intéressant et important. Donc la plante qui est plus proche de moi est une plante qui n'existe plus malheureusement, c'est le cèdre Chateaubriand qui se trouvait devant la Fondation Cartier. Et la plante dans le pot, c'est Wollemi-pine. Wollemi-pine, c'est une plante australienne. Australienne n'est pas australienne, c'est une plante en fait qui n'existe pas, qui n'existait pas pendant 10 000 ans, qui est éteinte avec les dinosaures et qui a été retrouvée à la fin des années 90 en Australie, dans une vallée très fermée qui s'appelle Wollemi Valley, où il y avait juste quelques spécimens de cette plante-là. Et la plante est survécue sur ce territoire parce qu'il n'y avait pas de courant d'eau, il n'y avait pas de courant d'air, il y avait vraiment une vallée très fermée qui a permis donc la conservation de ces quelques dizaines de plantes. C'est un forestier qui est tombé par hasard dessus, qui a fait des recherches et donc qui a réalisé que c'était le seul endroit au monde où il y avait cette plante disparue il y a plus de 10 000 ans. Et donc cette plante, vous voyez, il y a quelques points de ressemblance avec le cèdre Chateaubriand, et ce n'est pas le hasard parce que ces plantes-là sont des ancêtres de tous les cèdres que nous avons aujourd'hui sur Terre. Quand donc les Australiens ont trouvé ces plantes, c'est devenu une grande question de stratégie. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les garde, les enferme, on n'en fait rien, on les laisse là pour ne pas les abîmer? Est-ce qu'on les montre? Parce que ça, c'est plus fort que les kangourous, hein, les plantes qui n'existent pas. Donc, on risque de les exposer aux foules de touristes. Est-ce qu'on essaie de les réintroduire, les adapter, les sortir et les réintroduire dans la nature? Et c'est plutôt cette solution qui a été prise. À la fois, ils ont protégé donc, les plantes qui se trouvaient dans la vallée, sans donner un accès à ce territoire, et ils ont essayé de les sortir. Mais en fait, les Wollemi-pine n'étaient pas adaptés à notre monde. Ils ne le connaissaient pas. Ils connaissaient le monde d'avant. C'est pour ça qu'ils ont survécu, parce qu'il y avait une sorte de microclimat dans la Wollemi Valley. Et donc, nous avons pu participer aux travaux d'apprentissage des Wollemi-pine en mettant en contact à distance avec les différents cèdres, dont le cèdre Chateaubriand, donc, qui est un arbre, par contre, connaissant beaucoup trop bien notre monde. C'est de ça d'ailleurs qu'il est mort, apparemment de trop de vibrations, si j'ai bien compris. Réverbération, pardon, excusez-moi. Il se trouve que j'habite juste à côté. Et en fait, il est juste devant l'immeuble de Jean Nouvel de la Fondation Cartier. Et en fait, cet immeuble tout en verre, avec devant d'autres vitres qui font office de barrière, aurait fait micro-ondes et l'aurait grillé. Et donc, il aurait mis 20 ans en fait, à griller, il a séché et rien n'a fait. C'est cuit à petit feu.
Oui, exactement. Il a cuit à petit feu. Donc, ce dialogue a donné justement lieu à une installation à la Biennale Ichigo Tsumari au Japon, dans une maison traditionnelle japonaise. Nous avons transcrit ce dialogue en mode lumineuse entre Cèdre Chateaubriand et Wollemi Pine en Australie. Un autre type de transcription, donc finalement, que nous avons fait dans le désert de Negev à partir de ce fameux affarcement, c'est que quand nous avons commencé à travailler sur affarcement, donc nous avons aussi fait les enregistrements que nous avons essayé de traduire, de comprendre, donc avec les scientifiques israéliennes sur place. Je ne parle pas hébreu, mais je me suis rendu compte qu'un certain nombre de mots, de sons revenaient tout le temps quand ils décrivaient la communication de l'arbre. Donc je me suis renseignée de la signification de ces mots et bien sûr de quoi peut parler l'arbre, de l'absence ou de présence de l'eau, de sécheresse, du vent, de terre, des choses qui sont essentielles pour l'arbre. Nous avons aussi, nous sommes allés de l'autre côté du fleuve Jordan, travailler sur les arbres qui poussent naturellement sur le territoire arabe. Donc cette fois-ci avec les scientifiques arabes, donc, qui nous ont aidés aussi à traduire les messages. Ne parlant toujours pas arabe, je me suis rendu compte que les mêmes mots revenaient, les mêmes. C'est comme les arbres. Ils avaient fait une stratégie de parler la même langue, d'utiliser les mêmes mots. Et quand j'ai demandé l'explication donc, aux collègues parlant les deux langues, ils m'ont montré effectivement les notions qui intéressent les arbres sont désignées en hébreu et en arabe par les mots qui sont les mêmes. Aujourd'hui, c'est perçu comme un très fort message politique. En fait, quand on réfléchit, c'est naturel parce que ces notions-là, elles sont apparues avant que les langues se sont divisées et avant que les peuples ont commencé à se faire la guerre. Mais sous l'impression de cette force de ce message sémantique et politique, nous avons donc cette fois-ci traduit le message des arbres tout simplement en langage écrit, sauf que pour cela, nous avons utilisé un mélange de hébreu et de l'arabe, parce que même en écriture, ils se superposent et ils se ressemblent. Donc nous avons fabriqué les lettres pour chaque mot qui étaient à moitié venant d'hébreu, à moitié de l'arabe, de façon à ce que chacun des deux côtés du fleuve Jordan puisse lire les paroles des arbres, et ça a été montré donc à la fois en Jordanie et dans le musée d'art contemporain du Negev, donc en Israël. Une autre expérience intéressante, nous avons fait à Wrocław, dans la Biennale d'art électronique de Wrocław, où donc un arbre appareillé parlant en temps réel aux spectateurs par le biais des compositions de couleurs qu'ils trouvaient sur leur téléphone portable. Donc cette fois-ci, c'était un platane, a été placé en face de la première sculpture robotique interactive contrôlée par ordinateur. Donc on a eu une sorte de opposition quelque part, la première expérience artistique avec intelligence
artificielle qui dialoguait avec les spectateurs, parce que le robot, Stinkster que vous voyez derrière, il répond au mouvement des spectateurs. Et l'arbre aussi, qui est entré en interaction avec les spectateurs par biais des compositions colorées. Et donc les deux phénomènes se faisaient face dans le hall de musée, en se voyant aussi et en réagissant l'un sur l'autre. Donc cette pièce elle est devenue peut-être la première œuvre d'art arbre acquis par un musée. Et donc elle est toujours dans le musée d'art contemporain à Wrocław en Pologne. Mais ce projet, comme il a commencé par une sorte de service rendu à la biodiversité, il reste toujours, au-delà des valeurs artistiques et des intentions artistiques, une sorte de laboratoire de recherche et de maintien de biodiversité. En partant d'un autre arbre de Negev, donc, qui est le palmier Metoshalech que vous voyez dans le rond, nous avons commencé une collection. Je vous parle d'abord du palmier. Donc le palmier, il est important. Pourquoi? C'est encore une autre arbre endémique, mais donc, qui n'existait plus du tout. Donc c'est un palmier de date, mais chaque palmier donne 50 fois plus de dattes qu'un palmier de date apporté de Tunisie. Donc la productivité est beaucoup plus grande. On en a besoin de moins de ces palmiers pour nourrir la population ou même exporter les dattes, ce que fait Israël. Et il ne nécessite pas d'arrosage. Sauf que cet arbre a été complètement exterminé. Et aujourd'hui, en fait, l'arbre que vous voyez, c'est l'arbre mâle que les scientifiques de l'université Bar-Ilan ont su faire renaître, alors je dis renaître des cendres, mais plus exactement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils travaillent avec les graines trouvées pendant les fouilles archéologiques. Et souvent, donc, c'est justement là où quelque chose a brûlé et les graines étaient protégées dans des pots en céramique et ils sont restés là 1000 ans. Et on peut toujours les faire germer, hein, comme a dit Arnaud, pour une période peut-être moins longue, mais pas toutes. Et donc, ils ont réussi à faire germer le palmier mâle, mais ils n'ont pas réussi à encore faire germer le palmier femelle. Donc, on ne peut toujours pas le faire reproduire. Il est en voie de restauration encore. Il était au moment où le projet a été fait, mais aujourd'hui, le palmier femelle a été recréé il y a quelques mois, vraiment. Et donc, ça montre l'importance aussi de ces graines, de préservation de ces graines que nous avons maintenant, auxquelles nous avons accès maintenant, mais aussi les graines anciennes qui peuvent être conservées, trouvées pendant des recherches archéologiques. Et nous avons donc commencé une collection de graines et de clones de graines que nous transformons en sculptures en or, en bijoux quelque part pour souligner leur valeur. Bien sûr, ils ne peuvent pas germer quand ils sont en or, mais quand ils sont en or et quand ils sont présentés en tant que bijoux, on se rend mieux compte de la préciosité de ce matériel. Alors, un autre exemple dont je voulais vous parler, c'est celui de l'arbre de Bodhi, qui est un arbre sacré dans la religion bouddhiste. Il y en a plusieurs.
Et apparemment, il est sacré. Pourquoi? Parce que Bouddha, c'est sous cet arbre qu'il a compris. Et qu'il a créé sa théorie ou sa religion. C'est en étant assis sous l'arbre de Bodhi. Alors, il y a deux arbres de Bodhi qui prétendent être celui qui a influencé Bouddha. Il y a un qui se trouve à Canton, dans la ville de Canton, dans un monastère bien sûr, et l'autre qui se trouve à Pékin, dans la cité interdite. Donc, en connaissant la Chine, évidemment, à Pékin, ils ont décrété que c'est celui de Pékin qui était le vrai et le plus important. Alors, nous étions invités par l'université de Canton pour discuter avec les deux arbres, pour les mettre en relation et pour démontrer peut-être la supériorité de l'arbre de Canton. Bon, ça restait un travail poétique, parce qu'évidemment, aucun des arbres ne se souvenait de Bouddha, et d'ailleurs, ils n'ont pas l'âge de s'en souvenir, parce que les arbres sont replantés en fait. Bouddha est venu se recueillir en dessous d'un arbre de 4 générations d'avant, peut-être, ou peut-être plus. Mais en tout cas, sachez que l'arbre de la cité interdite est beaucoup trop au nord pour que ça soit le véritable arbre de Bodhi que Bouddha aurait pu fréquenter. Toutefois, nous avons recueilli beaucoup de données dans l'échange de cet arbre qui, quoi qu'il arrive, viendrait en Chine, et ça donnait une œuvre poétique, parce que les poètes chinois ont écrit un livre de poésie à partir de la communication des arbres. Plus ça va, plus on revient vers cette idée de la connaissance que portent en soi les plantes. Et la connaissance qui est liée à ces plantes. Quand nous sommes allés travailler au Kazakhstan, il s'agissait de la pomme Siverse. La pomme Siverse est officiellement la pomme de laquelle descendent toutes les pommes du monde entier. C'est là. Peut-être que d'ailleurs au jardin d'Éden, c'est là-bas qu'il se trouvait, parce que c'est là que Ève aurait pu trouver sa pomme. C'est une des versions. Alors, peut-être que c'était une figue. J'ai entendu aussi, on m'a montré le mètre carré où ça s'est passé à Jérusalem, sans préciser si c'était une figue ou une pomme. Mais voilà, quand on... Il n'y a pas de pomme à l'époque. Ah, ça c'est une question intéressante, que je n'ai pas. Voilà, moi je suis artiste, pas suffisamment scientifique ni biologiste. Il faut qu'on continue cette idée. Mais en tout cas, au Kazakhstan, dans les montagnes de Tian Shan, on trouve des forêts de pommes. Les pommes sauvages donc, poussent dans les forêts, à vérifier depuis quelle date. Et c'est une culture qui est très importante pour la philosophie et le mode de vie local. Donc les chamans, qui sont quelque part des guides spirituels là-bas, mais aussi les guérisseurs, s'en inspirent beaucoup. Il y a énormément de traditions et de relations qui sont liées à la pomme. Et nous nous sommes rendus compte aussi à quel point, si aujourd'hui, dans nos manières de jardiner et
et je ne parle pas juste des jardins de plaisir, mais aussi des jardins de production, où par exemple on produit les pommes. Si on respectait toutes ces traditions, à quel point on aurait pu éviter des déboires écologiques que nous vivons maintenant. Donc en parlant des déboires écologiques, nous sommes été invités aussi en Minas Gerais de travailler, donc c'était pas en Amazonie, une autre région du Brésil, à travailler avec les Indiens sur leur façon d'interagir avec les plantes. Et notamment, ça s'est passé sur le territoire qui a été dévasté par une rupture de barrage et où la vie quotidienne de ces autochtones était complètement perturbée parce que les plantes ont commencé à muter à cause de cette catastrophe écologique. Donc nous avons aussi fait une sorte de triple enregistrement de ce que des traditions que ont les Indiens par rapport à ces plantes, de comment se sentent les plantes en état normal et comment se sentent les plantes dont la vie quotidienne a été dévastée par cette rupture de barrage. Une autre expérience étonnante, nous avons eu en Nouvelle-Zélande avec les kauri. Kauri, ce sont des arbres les plus grands du monde, plus grands que séquoia. Et en Nouvelle-Zélande, ce sont leurs cathédrales. Ils n'ont pas de patrimoine culturel, peu de patrimoine culturel. Et pas du tout de patrimoine architectural, mais ils ont ce patrimoine biologique. En sachant que le tronc d'un grand kauri, donc qui a plusieurs milliers d'années, il correspond à la largeur de ce bâtiment, de ce mur, au mur derrière. Donc ces arbres sont considérés comme des membres de la nation. Et ils ont aussi une rivière qui vote au Parlement. Et donc, les arbres, je crois qu'ils ne votent pas encore au Parlement, mais en tout cas, ils ont une citoyenneté, ils ont des noms, ils ont des passeports, des noms de famille. Et ces arbres sont tombés malades. Il y a quelques années, avec une sorte de maladie qui ressemble à une grippe, une sorte de Covid des arbres. Nous sommes allés à l'université d'Auckland à travailler avec les équipes, avec deux types d'équipes. Nous avons travaillé avec l'équipe de biologie et aussi avec l'équipe des sciences de Maori. Donc, Maori, c'est le peuple autochtone de Nouvelle-Zélande qui a ses propres relations, ses propres façons de traiter avec la nature. Et à la différence des pays comme Australie ou Brésil, où les autochtones sont repoussés et n'ont pas de droit de parole, pas suffisamment en tout cas, les Maoris en Nouvelle-Zélande sont très très écoutés. Et donc, ils travaillent ensemble avec les scientifiques occidentaux traditionnels sur la façon de soigner ces arbres et de trouver la raison de leur maladie. Et alors, au moment où nous travaillons là-bas, donc nous étions toujours à essayer de recueillir les mesures et
par ce biais comprendre le sentiment et les problèmes des arbres. Donc d'une part, la science occidentale partait sur une sorte d'invention d'un antibiotique pour soigner ces kaoris. Les Maoris ont avancé une théorie très impressionnante parce que dans leur tradition, les kaoris sont des frères des humains, mais le frère le plus proche, c'est la baleine. Et les kaoris, donc de leur création, ils sont très proches des baleines, à tel point que les baleines, parce que les baleines, vous savez peut-être, ils ont besoin de sortir sur Terre régulièrement, une fois par mois peut-être, et nettoyer leur peau en se grattant contre un objet solide, une falaise ou quelque chose. Et donc, en Nouvelle-Zélande, ils se frottaient contre les kaoris, qui étaient suffisamment solides. Et apparemment, les substances qui se trouvent sur la peau de baleine protégeaient les kaoris de certaines bactéries qui ont dû faire propager les maladies. Et apparemment, cette théorie, elle s'est confirmée après avoir analysé la substance qu'on trouve sur le corps de baleine et la souffrance des kaoris. Apparemment, il y a des parallèles qui se font. Ce n'est pas tout, bien sûr, parce que, comme d'habitude, c'est le confort humain, en fait, qui était la faute de maladie de ces arbres, parce que certaines plantes qui entouraient souvent les kaoris, qui ont été considérées comme les plantes dangereuses, venimeuses, désagréables pour les humains, ont été enlevées pour que les gens puissent aller admirer les kaoris. Et donc, ces plantes-là aussi, dans l'écosystème que Arnaud a écrit aussi bien, protéger les grands kaoris, et c'est en leur absence que les kaoris ont attrapé les maladies. Le projet continue. Le jardin d'Éden se développe, donc nous avons pu parler aux arbres, nous avons mis les arbres en contact pour qu'ils parlent ensemble. Nous apprenons de plus en plus, en fait, des arbres, notamment dans ce projet qui est le jardin de mémoire que nous avons développé à Kiev, dans le lieu qui s'appelle Babi Yar, qui est un lieu où officiellement a commencé l'Holocauste par balle, où des dizaines de milliers de personnes, les juifs, mais aussi des gitans, des homosexuels, des musulmans, tous ceux qui ne plaisaient pas aux Aryens, étaient juste poussés dans un ravin, fusillés, et quand le ravin, Yar c'est le ravin en ukrainien, quand le ravin était plein, ils ont juste mis un peu de terre et ont planté les arbres. Il ne reste rien de ces personnes. Le seul mémoire, c'est les arbres. Les arbres qui ont poussé, qui en fait, les gens sont devenus les arbres. Et quand avec les outils de dendrochronologie, quand nous prenons l'empreinte de ces arbres, ce sont les portraits des humains qui ont péri sur ce territoire. Alors, c'est le moment de remercier Arnaud. Donc, le jardin médiéval m'a inspiré pour cette réalisation. Donc, il faut dire qu'à Paris, j'ai habité très longtemps entre le jardin de Luxembourg et le musée Cluny. Et mon jardin préféré était le jardin médiéval, le musée Cluny. Je faisais toujours le détour par le petit chemin quand je descendais au boulevard Saint-Germain pour traverser ce jardin médiéval. Et le jardin de Luxembourg était plus près.
Et j'ai préféré vraiment le jardin médiéval à ces parterres de fleurs pompeux qu'on trouvait au jardin de Luxembourg. Et au moment de Covid, quand nous n'avions droit à faire des projets que dans 800 mètres de chez soi, nous avons comploté avec les jardiniers de Jardin de Luxembourg pour remplacer donc ces parterres pompeux. Bon, nous n'avions pas le savoir pour faire le jardin médiéval comme Arnaud. En tout cas, moi, je n'avais pas. Donc, l'idée était de mettre sur les parterres de fleurs juste les compositions de fleurs naturelles, telles qu'elles devraient être dans la région de Paris, de Île-de-France, et les laisser pousser librement. Voilà, parce que de toute façon, pendant le Covid, on n'était pas autorisé ni travailler, ni se promener dans le jardin. Ensuite, la pandémie s'est calmée, les plantes sont restées, et c'était incroyable parce qu'au lieu de remplacer les parterres de fleurs tous les mois, toutes les 3 semaines, comme ils font toujours au Jardin de Luxembourg, avec ces compositions-là, les parterres étaient magnifiques jusqu'au mois de novembre. Il est temps de conclure et montrer à quoi mènent tous ces exemples. Donc, tout cela, toutes ces expériences pendant 10 ans, nous ont démontré que le jardin, c'est un outil de savoir. Le jardin avec les plantes médicinales, le jardin nourricier, le jardin source de biodiversité, et enfin le jardin qui nous donne des signes, comme les kaoris qui tombent malades quand on construit trop et on ne laisse plus les baleines s'approcher. Et le jardin, c'est aussi le lieu où nous pouvons apprendre les stratégies de la nature et éventuellement les implémenter dans nos modes de vie, dans notre urbanisme, dans notre fonctionnement, dans notre façon dont on traite notre corps et notre environnement. Et j'espère que la suite de ce projet se concrétisera en sorte d'une exposition qui mettra en valeur ces savoirs, pas seulement la beauté des arbres et de leur communication, mais vraiment le savoir qui, pour rappeler à nos concitoyens que le jardin et la nature, c'est avant tout la source de savoir et de bons exemples à suivre. Vous allez voir tout à l'heure, ça va être peut-être la conclusion visuelle, l'image de nouveaux projets que nous sommes en train de faire avec la communauté européenne à travers les villes européennes, où justement ce savoir est mis en œuvre en optimisant la circulation dans les villes selon la logique arborescente. Parce que la circulation, en fait, la ville est une structure arborescente naturellement. Elle s'inspire d'un arbre. Et c'est quand on lui fait violence, en venant, comme certains barons, faire des grandes avenues ou des boulevards périphériques, qu'on se trouve avec des villes qui ont perdu la logique, qui ont perdu la tête, qui ne suivent plus les lois de la nature. Mais c'est juste un exemple. Là, vous voyez les kaoris Nouvelle-Zélande. Là, par ailleurs, ce n'est pas les kaoris, c'est les pahutakava et notre arbre, de parler avec leurs paroles qui sont transcrites directement sur les branches. Alors, je crois que vous avez des questions. Je vous passe le micro.
Merci beaucoup, Olga. Moi, j'ai une question concernant donc un arbre qui m'a beaucoup préoccupée, qui était le cèdre de Châteaubriand, puisque j'étais sa voisine. Et je me posais, et là encore, je vois sur les kaoris écrit Tears et Tearing. Et je me demandais si, étant donné que cet arbre était en train de griller, je pense, il avait commencé à être malade quand vous avez fait les enregistrements, n'a-t-il pas donné de signaux d'alerte ? Voilà, je me posais la question. Est-ce qu'il n'a pas dit justement qu'il était en train de pleurer, qu'il avait trop chaud et qu'il était en train de rayonner ? Parce que pour l'histoire, en fait, Jean Nouvel a fait ce bâtiment absolument magnifique de la Fondation Cartier tout en verre. Devant, à peu près 10 mètres devant le bâtiment, il y a des grandes structures de verre très très hautes, presque aussi hautes que le bâtiment. Et donc ça a fait vraiment un micron pour ce cèdre. Et quand il a été abattu, on a pu analyser qu'il avait mis 20 ans à griller. Et du coup, voilà, je me demandais si il avait appelé est-ce qu'il avait envoyé des signaux ou pas de détresse ? Oui, comme tous les arbres urbains, c'était un arbre en détresse et donc il y avait effectivement les signaux de sécheresse, les signaux de réverbération, et il y avait aussi quelque chose à quoi, donc il y avait beaucoup de pollution aussi qu'il supportait et dont il nous protégeait, et d'ailleurs de la réverbération aussi avec son ombre. Et les arbres urbains souffrent aussi d'un autre mal qui est la vibration avec le passage des voitures, le sol et les secoués, et du coup les arbres urbains ils sont pas suffisamment stables. Alors ça c'est le cas aujourd'hui, et c'est le cas des arbres comme le cèdre qui n'est pas un arbre urbain. Par contre les platanes, après j'ai beaucoup travaillé sur les platanes, qui sont la création humaine et qui ont été créés pratiquement pour être plantés dans les villes, ils s'adaptent beaucoup mieux. Et les arbres, ils s'adaptent aussi à ces conditions urbaines. Il n'y a pas que les platanes, il y a d'autres espèces qui poussent aussi bien en ville, et donc qui envoient moins de signaux de détresse que le cèdre, bien sûr, qui est un arbre de montagne. Pour vous, ça va de soi, le fait de recueillir des signaux de la part des arbres, la communication des arbres, mais est-ce que vous pourriez réexpliquer plus en détail ? Parce que j'avoue que je comprends mal comment ces signaux ont pu vous parvenir et comment vous avez pu les interpréter. Alors j'ai lu qu'effectivement on avait pu établir que les arbres communiquaient entre eux par leur système racinaire, de façon naturelle. Il y a aussi l'écrivain américain Richard Power qui a écrit un livre magnifique, L'Arbre Monde, où il essaye justement de mettre en narration ce système, mais je n'ai pas compris ce que vous avez vous-même exploité, enfin la manière dont ça fonctionne précisément. Les plantes communiquent par énormément de canaux. Donc effectivement, il y a cette communication par les racines qui nous surprend parce que nous, tout simplement, on oublie qu'il y a les racines et que ça peut être un support de communication, disons. Les arbres communiquent aussi, je vous donne des exemples communs, par émission de gaz. Quand on va dans la forêt, il y a une odeur, toujours, il y a une odeur de la forêt. C'est l'émission des gaz des arbres. Ces émissions de gaz, c'est pas par hasard qu'ils se produisent, parce que chaque plante, elle le produit soit pour attirer les autres ou les espèces vers elle, soit pour les repousser. Donc ça, ce sont des exemples de communication qu'on peut dire volontaire. On ne peut pas dire que les scientifiques biologistes avec lesquels je travaille, dont par exemple Bruno Moulia qui est intervenu ici, je pense, qui est une des personnes qui sait communiquer avec les arbres,
Il n'aime pas quand on parle de l'intelligence des arbres, mais plus des stratégies de survie, de bien-être, etc. Après, chaque espèce a ses propres moyens de communication, ses propres types de communication. Et à chaque fois, quand on travaille avec un arbre, on prend les mesures qui s'adaptent. Une mesure importante, c'est la circulation de sève dans l'arbre. Donc, comment elle circule, à quelle vitesse, dans quelle quantité, la composition. Voilà, ça nous en dit beaucoup. La présence de chlorophylle dans les feuilles, la quantité, la qualité, le changement, ça nous en dit beaucoup. Il y a des émissions de gaz, des charges électriques. Il y a le changement de forme du tronc de l'arbre. Parce que l'arbre, on ne le voit pas, surtout quand c'est un kauri, mais même sur un arbre normal, moyen, on ne voit pas. Mais le tronc change de forme. En fonction de l'arbre, il répond en fait à ce qui se passe autour de lui. Il peut se pencher d'un millimètre. Nous, on ne le voit pas, mais le capteur le voit et ça signifie quelque chose. Donc, à chaque fois, en fait, quand on aborde un arbre, on travaille avec un spécialiste de cet arbre. On choisit les signaux qui sont importants pour la situation dans laquelle l'arbre se trouve. Et c'est ces données-là qu'on mesure. En sachant que, donc, il y en a 70 canaux à peu près qui sont connus. Et il y a peut-être une quinzaine de canaux qu'on peut effectivement mesurer et décrypter à ce jour. Avec à chaque fois les outils adaptés, donc qui mesurent telle ou telle, qui obtient telle ou telle information. À savoir que si on mesure, un exemple simple, si on mesure la température de l'arbre, changement de température, c'est un signal très simple. Chez les humains, chez l'arbre, c'est pareil. Donc, parfois, on mesure la température de l'arbre. On ne mesure pas une fois. On mesure la température pendant 2 mois, toutes les demi-heures. Et on voit le changement de la température. Et c'est ça qui nous dit quelque chose. Ce n'est pas juste mesurer la température une fois. Mais pour comprendre ce que ça nous dit, ce changement de température, on prend la température aussi à côté. Parce que s'il fait 0 degré ou s'il fait 30 degrés, c'est normal que la température de l'arbre change. Donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est comment l'arbre il répond à l'environnement. Est-ce que la réponse elle est adéquate ou bien elle est signe de malaise ou bien elle est signe d'une mutation particulièrement intelligente et d'une stratégie poussée que nous puissions admirer et emprunter. Oui, mais vous sembliez, j'ai peut-être rien compris, vous sembliez évoquer que tout ça, ça se traduisait presque en langage. Un signal qui pouvait être traduit en langage. C'est ça que je mal cerné. Alors, le signal, c'est une impulsion qu'on traduit de façon numérique, en chiffres. C'est 1, 2, 3, 55 ou autre. Ça, c'est ce qu'on reçoit. Et ensuite, en fonction de contexte et en fonction de décision prise, qui est une décision artistique, on le traduit en langage. Soit en langage visuel, soit en langage écrit, soit en langage sonore. Il n'y a pas une application sur iPhone qu'on met sur l'arbre et ça nous traduit en quelque chose. Poétique, voilà. Alors, scientifique au départ. Ensuite, il y a deux branches. Il y a une branche qui reste scientifique parce que les scientifiques continuent à travailler là-dessus et l'autre branche
artistique. Et il peut y avoir aussi philosophique, social, parfois il y en a. Non, pour faire écho à ce que vous dites, j'ai lu là récemment que des scientifiques avaient pu enregistrer des sons, souvent émis d'ailleurs en ultrasons, à partir de plantes qui avaient des sons différents en fonction du stress hydrique qu'elles supportaient. Et apparemment, c'était transmis à travers les stomates. À travers les stomates. Les stomates. Les petits orifices qui permettent aux arbres de respirer. C'est ce qui permet l'évapotranspiration. Oui, ça me paraît être un exemple très intéressant avec lequel je n'ai pas travaillé encore, mais ça me semble pertinent. Vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont vous avez fait communiquer des arbres à distance? Ça aussi, ça me paraît très mystérieux. Oui, je vais peut-être revenir. Je vais vous montrer l'œuvre de Chaumont. Donc, nous avons ici deux cèdres. Un cèdre qui se trouve à Chaumont et l'autre qui se trouve à Echigo-Tsumari, qui est un grand parc au Japon, dans les Alpes japonaises, avec énormément d'œuvres d'artistes, comme ici à Chaumont. Donc, avec le cèdre Echigo-Tsumari, j'ai travaillé déjà à l'époque où on l'a fait communiquer avec cèdre Chateaubriand et avec le volume Pine en Australie. Et donc, cette année, nous l'avons mis en communication avec le cèdre de Liban, donc qui a 140 ans et qui se trouve à Chaumont. Donc, nous avons choisi 3 types de mesures scientifiques. Donc, la composition de la sève, la dynamique de sa circulation et les relevés acoustiques dendrochronologiques, ce qui nous permet de savoir donc à la fois comment l'arbre se sent maintenant et comment est-ce qu'il s'est senti dans les années passées. Alors, ce n'est pas moi qui ai arbitré le choix, mais les biologistes spécialisés en cèdre avec lesquels j'ai travaillé et qui ont choisi ces choix à la fois comme pertinents et aussi faisables avec les moyens qu'on avait, parce que les moyens étaient les moyens de produire une œuvre et pas les moyens de produire une recherche scientifique. Donc, nous avons installé les capteurs sur les arbres et nous avons recueilli les données toutes les 30 minutes. En sachant que les arbres ne sont pas très bavards et très souvent, toutes les 30 minutes, on recevait la même chose. Donc ça a duré plusieurs mois. Et c'est sur plusieurs mois, ces différences-là de captation qui nous ont permis de voir des petits changements, des réponses. Et donc, ce que nous avons vu sur ces arbres, la conclusion qu'on peut dire, c'est que les 2 arbres sont à la limite de leur résilience. C'est un petit peu la conclusion des communications qu'ils ont échangées. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que les communications sont chaotiques. Elles sont... les arbres ont vécu les saisons, ils ont vécu le temps chaud, le temps froid, la pluie, le soleil, un peu de temps sec. Et on sait quelles sont les réactions des arbres à ces événements. Et ben, ils sont déplacés. Ils sont déplacés, pourquoi? Parce que, comme disait Arnaud, effectivement, le climat, il est aussi perturbé. Et les arbres qui, depuis 140 ans, l'arbre est habitué de recevoir la pluie tous les soirs à 5 heures. Il y a des semaines où il n'y en a pas, et il y a des semaines où il y a une déluge comme nous venons d'avoir. Donc les arbres sont perturbés et n'ont pas le temps de s'adapter à ce changement.
Mais ils sont là, ils sont vivants, ils ne sont pas encore morts des réverbérations ou d'autres problèmes. C'est aussi les arbres qui sont dans des conditions plutôt bonnes parce qu'ils sont dans la nature, dans les parcs, ils sont protégés, ils sont bien traités. Donc voilà toute petite expérience, le tout petit procédé. Et donc ensuite, je vous explique aussi comment on a construit la pièce. Donc on a utilisé pour chaque type de signal, on a utilisé un métal précieux, donc un métal précieux de notre temps, parce que ce qu'on voulait faire, c'est un bijou, une armille, donc on a utilisé les métaux précieux. Mais les métaux précieux de notre temps sont les métaux qui sont utilisés dans la communication. Ce n'est pas forcément ceux qui sont utilisés pour faire les bijoux traditionnellement. Donc nous avons ici le cuivre, le lithium, le néodyme et le cobalt. Chaque paquet de données reçu, donc votre question très concrète, si on a reçu le paquet de données qui se traduit en chiffre 3, nous avons un carré métallique qui fait 3 cm. Si nous avons reçu 15, nous avons un carré métallique qui fait 15 cm. Et donc un matériau correspondant. Tous ces matériaux, tout ce qui correspond à ce que a dit l'arbre de Chaumont, ce sont des lignes horizontales, et ce que a dit l'arbre de Japon sont des lignes verticales, donc qui se croisent et qui font ce tissage. Et donc le cobalt est utilisé pour écrire le message verbal, la sorte de conclusion scientifique, donc qui est manque de résilience. Après, on s'était posé la question en quelle langue est-ce qu'on allait l'écrire? Est-ce qu'on allait l'écrire en français, en japonais, en anglais, en chiffres? Et on s'était dit que ça serait bien, on s'en est souvenu de cette expérience du fleuve Jordan où finalement on a réalisé que les arbres parlaient une langue plus ancienne que les humains. Donc on a trouvé un point de correspondance, une sorte de langue et d'écriture que comprenaient aussi bien les Normands d'ici que les Japonais, quand ils se rencontraient éventuellement en chassant les baleines dans l'océan Arctique. Et donc, c'est l'écriture runique, en fait, qui était le langage commun. Donc, on a traduit un mot donc en runique, en latin, et l'autre mot en runique, mais japonais. Et du coup, on a le premier mot, donc résilience, et en japonais, et le deuxième donc en latin. Et c'est ça qui est écrit donc en lettres qui font un peu les diagonales bleues, qui fait le tour aussi de cette armille. Donc voilà la cuisine. Mais quand vous disiez que vous faisiez communiquer les arbres, je crois que je comprends la question, c'est comment avez-vous fait pour que l'arbre du Japon reçoive le message de l'arbre? Surtout réagisse. Et réagisse. Qui puisse éventuellement La communication. Nous avons les capteurs. Donc les capteurs, il y a des capteurs récepteurs et les capteurs transmetteurs. Si nous pouvons recevoir le signal, nous pouvons le reproduire et recevoir le signal en réponse. C'est les appareils. Oui, c'est les appareils qui imitent en fait le signal. Mais est-ce qu'on sait si justement l'arbre qui reçoit le signal, donc j'imagine une impulsion, Voilà, l'arbre. est-ce qu'il réagit? L'arbre reçoit, donc bon, je n'ai pas les données devant moi, mais imaginons donc la situation suivante. Donc on a notre arbre de Chaumont qui envoie un signal. Bon, on a reçu 30 paquets vides et puis enfin on en reçoit un avec le signal. Donc le signal est transmis
l'arbre au Japon. On sait qu'il est transmis, c'est noté dans nos données, il est transmis. L'arbre au Japon l'a reçu. Et ensuite, on sait parce qu'on l'a transmis, c'est nous qui l'avons transmis. Nous contrôlons la transmission des données. Donc, on sait que l'arbre l'a reçu. Ensuite, on reçoit les paquets de données de l'arbre du Japon. Et parfois, il n'y a rien. Il a reçu le signal, et puis il dit rien, il ne réagit pas. Parfois, il réagit. Donc là, réagit. Parfois, il y a un changement. Donc là, il se peut qu'elle a réagi à notre signal, ou il se peut qu'elle a réagi à quelque chose d'autre. Après, puisqu'on capte aussi les données de l'environnement, on réfléchit quelle est la probabilité. On ne sait jamais. C'est très approximatif. C'est beaucoup de notre apport. C'est Le poétique, artistique et le scientifique qui me laisse. Parce que ça veut dire que si on reste sur la température, par Vous exemple. partez de bon, si c'est un choix artistique, pur, poétique, bon, très bien, on peut soigner ça, mais en même temps, vous avez la prétention, non, pas c'est un peu le mot, et Il y a de la réforce. une cas d'ambition, plutôt, l'ambition d'avoir un impact réel, un impact scientifique sur l'arbre. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Attention. Donc, il y a plusieurs tâches dans l'équipe, plusieurs work packages, et il y a plusieurs impacts. En tant qu'artiste, je suis responsable de l'impact que cette action fait sur le public, sur la réception par le biais de ce message culturel, éventuellement ouverture vers certaines logiques, éventuellement éducation, l'intérêt qui s'éveille, éventuellement comme dans le cas d'Afar-Semon, qui finalement est planté dans le désert de Negev malgré les protestations des rabbins, ça peut être aussi une action sociale et sociétale, politique. Voilà. Je suis responsable de ça. Mais j'ai besoin, pour le faire bien, j'ai besoin des données scientifiques. Donc, au départ, il y a une expérience scientifique qui est faite. Et parfois, l'expérience scientifique, elle prend un autre chemin. On a les données. Moi, je fais ce que je fais à partir des données. Et les scientifiques, parfois, ils ont effectivement un intérêt aussi d'exploiter ces données, de les mettre en œuvre et de proposer des solutions scientifiques pour améliorer les conditions de l'arbre. Les scientifiques avancent, à la différence des artistes qui font des grands gestes, les scientifiques avancent par les petits pas, très sûrs et invisibles, mais qui finalement nous permettent parfois de sauver des situations. Mais là, ce n'est pas moi qui est responsable, là, c'est l'équipe scientifique. Comment les scientifiques vivent votre travail? Les scientifiques sont très heureux en général de ces collaborations parce que ça donne la visibilité à leur travail et tout simplement à leur présence. Parce que les scientifiques, très souvent, ils communiquent aussi, bien sûr, dans leur milieu, mais ça reste, ça reste confidentiel au milieu scientifique. Tandis que les collaborations avec les artistes, souvent, ça les met sur un tout autre registre. Et parfois, eux-mêmes, ils sont étonnés. Parfois, ils sont un peu énervés parce que le message n'est pas précisément scientifiquement celui qu'il aurait voulu passer. Mais
quelquefois, c'est finalement plus important que le message est passé et que le problème est posé et que le public est sensibilisé et aussi que le public se rend compte qu'il y a un travail scientifique et technologique qui est fait pour le résoudre. Est-ce que le mot communication n'est pas un peu fort? Parce qu'on entend quand même qu'il y a une question, une réponse, un dialogue. Il n'y a quand même pas de dialogue. Et puis le bois peut faire d'une manière générale, tout morceau de bois peut faire du bruit. Si je grève dans mon lit, par exemple, il grasse. Bon, il me dit peut-être c'est trop lourd, je sais pas. C'est ainsi. Ça, c'est la communication. Une communique. Je sais pas. Ouais. Est-ce que vous réagissez? Non, Donc il n'y a pas de communication. Vous savez, votre formulation est très, très intéressante parce que dans la plupart des langues, l'arbre et le bois, donc, qui sont des états différents de la même matière, c'est les deux mots complètement différents. Dans les langues slaves, qui sont mes langues d'origine, c'est le même mot. Arbre et bois, on dit dreva pour les deux. Oui, en italien, en anglais, en toutes les langues, c'est différent, mais chez nous, c'est la même chose. Et donc, à mon avis, ça signifie aussi quelque chose. Et donc, votre question aussi, elle est intéressante. Je suis preneuse d'une autre proposition. Plutôt que dire communication, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux. J'essaie d'éviter, puisque Bruno n'aime pas, j'essaie d'éviter de dire intelligence des arbres, mais plus la stratégie. Mais alors, la communication, trouvons ensemble un meilleur mot. Je suis preneuse. Oui, mais c'est pas échange. En gros, une vraie communication, ça voudrait dire, on va rester sur l'exemple de la température. À Chaumont, vous trouvez une évolution de la température. Vous avez un code de valeur, de signal. Vous l'envoyez au Japon et vous chauffez l'arbre avec les cartes correspondant à la température détectée à Chaumont. Et là, il y aurait vraiment une transmission du signal du début à la fin. Et là, on pourrait voir ensuite si l'arbre réagit. C'est déjà arrivé, ou déjà Alors là, c'est... Avec le tunnel. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. La filière de Chaumont a eu des effets sur l'arbre du Japon. Alors là, l'exemple de communication, il n'était pas pertinent parce qu'on ne l'a pas utilisé justement parce qu'on savait que ce n'était pas la question de température qui nous intéressait, mais oui, on a fait ce genre d'échange aussi.